Bonjour à tous et tout d'abord félicitations, vous avez réussi à constituer votre cellule de gestion des risques. La séance que vous allez suivre est une séance de formation destinée à l'ensemble des professionnels qui composent la cellule de gestion des risques. La séance traite de la structuration d'un système de signalement des événements indésirables. Le temps imparti pour écouter la totalité de cette séance est d'environ 2 heures. Cette durée ne comprend pas le temps nécessaire pour réfléchir et personnaliser des outils qui vous sont proposés. Il s'agit du deuxième module d'e-learning constituant le kit conçu et mis à disposition des EHPAD par le réseau Calirel Santé. Pour débuter, nous vous proposons, si vous le souhaitez, ce tour de table. Les formations sont riches en échanges, mais elles peuvent également tout simplement permettre de se connaître. Ceci est d'autant plus vrai lorsque les professionnels ont un travail posté ou dépendent de secteurs différents. Aussi, vous pouvez chacun votre tour répondre à ces 3 questions. Qui suis-je ? Quelle est ma fonction ? Quelles sont mes attentes vis-à-vis de cette séance ? Une formation se construit sur la base d'objectifs pédagogiques et d'éléments de contenu. Les objectifs pédagogiques de ce module sont de connaître le vocabulaire associé à la gestion des risques et d'identifier les points clés dans la structuration d'un système de signalement des événements indésirables. Volontairement, nous n'aborderons pas dans ce module les différentes étapes d'analyse d'un événement indésirable. Connaître et conduire la démarche d'analyse d'un événement indésirable seront les objectifs pédagogiques d'un autre module que vous suivrez ultérieurement en e-learning. Les éléments de contenu de cette séance sont les suivants. Nous allons consacrer un premier temps aux définitions associées à la gestion des risques, c'est-à-dire revoir certaines définitions présentées lors de la séance de sensibilisation et en découvrir d'autres. Nous allons axer le deuxième temps de ce module sur la déclaration des événements indésirables dans votre EHPAD. En troisième partie, nous développerons la méthodologie que l'on vous propose pour mettre en place la démarche de gestion des risques. Nous vous présenterons les outils associés. Enfin, nous terminerons sur la communication, point essentiel pour faire vivre la démarche. Afin de rendre digeste le module, nous vous proposons cette petite histoire qui nous sert de fil conducteur. Je vous la lis. Ce matin, le poste informatique des cuisines est en panne. C'est la pagaille, les cuisiniers ont pris beaucoup de retard et tout le monde est stressé. La liste des repas est finalement éditée de façon manuscrite par l'infirmière et l'un des cuisiniers. Dans ce contexte, les menus de M. Clampeux et M. Chanceux sont malencontreusement inversés sur la liste. Clotilde, une aide-soignante, a l'habitude de gérer l'unité soleil de l'établissement et elle connaît bien chaque personne de l'étage. Elle est informée du retard pris en cuisine. Lorsque les plateaux arrivent enfin, elle s'active pour les distribuer, pas le temps de les vérifier. Les résidents ont faim. M. Chanceux s'étonne alors d'avoir de la purée, alors que son voisin d'en face, M. Clampeux, a des pommes de terre sautées. Mais il est trop tard, car M. Clampeux commence à s'étouffer au même moment. Clotilde procède au premier secours. M. Clampeux est sous surveillance et se porte bien. Si vous avez besoin, prenez un petit peu de temps et relisez par vous-même ce fil conducteur. Débutons par les définitions associées à la gestion des risques. La première définition concerne celle de l'événement indésirable. Sur la base du fil conducteur présenté précédemment, quel est selon vous l'événement indésirable ? Avant de vous proposer les réponses, je vous invite à découper une feuille, vous la partagez, afin que chacun puisse répondre individuellement. Vous verrez, les réponses données par chacun sont très intéressantes. Une fois que vous aurez répondu, mettez vos papiers dans un récipient commun. Désignez l'un d'entre vous comme dépouilleur des réponses. Voici les réponses proposées. Donc, quel est l'événement indésirable ? Première réponse, la panne informatique. Deuxième réponse, l'inversion des menus des 2 résidents. Réponse 3, l'événement indésirable est la fausse route de M. Clampeux. Réponse 4, la surveillance de M. Clampeux après sa fausse route. La réponse. Donc, selon vous, quel est l'événement indésirable ? La panne informatique, l'inversion, la fausse route, la surveillance ? Une seule réponse était attendue. Il s'agit de la 3, la fausse route de M. Clampeux. Probablement que certains d'entre vous ont répondu la panne informatique ou l'inversion des menus des 2 résidents à la question précédente.
Ces deux éléments sont en fait des causes de survenue de la fausse route. Il en existe d'ailleurs une troisième que nous ne vous avions pas proposée, qui est la non-vérification des plateaux. L'événement indésirable que l'on va associer aux actes de soins et d'accompagnement est, comme nous venons de le voir, la fausse route de M. Clampeux. Enfin, la surveillance nécessaire de M. Clampeux ou encore la désorganisation du service que l'événement indésirable a causé sont des conséquences de survenue de l'événement indésirable. Prenez du temps si vous le jugez nécessaire pour échanger entre vous. Enfin, pour clore cette diapositive, nous nous permettons de vous présenter les définitions de la cause, de l'événement indésirable associé aux actes de soins et d'accompagnement et de la conséquence. La cause, c'est ce qui fait que quelque chose existe ou a lieu. L'événement indésirable, donc la définition que nous vous avez déjà présentée en séance de sensibilisation, c'est le fait qui a ou aurait pu avoir des conséquences associées aux actes de soins et d'accompagnement et dont on ne souhaite pas qu'ils se reproduisent. Dans notre cas, M. Clampeux se porte bien, mais pour autant, on ne souhaite pas que l'événement ne se reproduise. Enfin, les conséquences sont définies comme les suites données d'une action ou encore le résultat qui est engendré. Une petite astuce pour repérer quel est l'événement indésirable lorsque le fil conducteur ou l'histoire est longue. Généralement, l'événement indésirable est le dernier maillon de la chaîne avant la conséquence. Donc ici, l'événement indésirable est bien la fausse route de M. Clampeux. Imaginons maintenant que Clotilde ait vérifié les plateaux et ait rattrapé l'erreur d'inversion de menu. L'événement indésirable n'est pas avéré. Nous sommes dans une situation de presque accident qu'il est tout aussi nécessaire de déclarer. La déclaration aurait pour titre l'inversion de menu. La cause aurait alors été la panne informatique et la conséquence probable, le retard pris dans le service dû à une vérification stricte de chaque plateau des résidents. Nous continuons maintenant ce chapitre avec une nouvelle définition, celle de l'événement indésirable grave associé aux actes de soins et d'accompagnement. Pour information, cette définition a été élaborée dans le cadre du projet de recherche EPAGE en 2016. Il n'existait pas d'autre définition en France adaptée au secteur des EHPAD. Aussi, sur une échelle de gravité à 4 niveaux, cette définition correspondra au plus haut niveau. La gravité d'un événement indésirable se traduit en fonction des conséquences sur le résident. Aussi, on entend par événement indésirable grave un événement indésirable qui a pour conséquence un décès ou la survenue d'une menace vitale ou un transfert inattendu dans une structure de soins externe, c'est-à-dire un recours aux urgences, hospitalisation inattendue ou précipitée, intervention chirurgicale imprévue. On entend également par événement indésirable grave un événement qui a comme conséquence une incapacité ou un handicap permanent ou non, une perte d'autonomie permanente ou prolongée selon les actes de la vie quotidienne, selon les points tels que le transfert, le déplacement, l'autonomie à l'élimination ou à l'alimentation, à l'habillage ou à la toilette, la nécessité d'une surveillance accrue et ou d'une prise en soins plus lourde, une rupture permanente ou prolongée des habitudes de vie, par état dépressif, anxiété majorée ou prolongée, syndrome post-traumatique, ou encore une atteinte permanente ou prolongée à l'intégrité psychologique ou sociale, et sont incluses dans ce dernier point les conséquences financières et matérielles pour le résident. Les événements indésirables sont souvent représentés sous la forme d'une pyramide en fonction de leur fréquence de survenue et de leur gravité vis-à-vis du résident. Le terme événement indésirable comprend les incidents et dysfonctionnements, les presque accidents et événements sentinelles, les accidents et les catastrophes. Les catastrophes correspondent aux événements indésirables graves. Il existe une autre schématisation des événements indésirables, celle de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg cible les presque accidents, accidents et catastrophes. La partie immergée correspond aux dysfonctionnements et incidents. Citons en exemple, pour les presque accidents, les rattrapages de dernière minute par les professionnels.
et pour les incidents et dysfonctionnements, les erreurs qui surviennent tous les jours et qui n'ont pas de conséquences pour le résident. Toujours sur la même thématique, nous vous proposons ces quelques mises en scène permettant de distinguer l'incident du presque accident, de l'accident et de l'accident grave. Sur la première image, une résidente s'accoude à la fenêtre et laisse tomber un pot de fleurs. Par chance, personne n'était en dessous. Il s'agit de l'incident. La deuxième image met en scène le presque accident avec, on imagine, probablement Monsieur Chanceux qui, par bonheur, est passé sous la fenêtre avant que ne tombe le pot de fleurs. Sur la troisième image, le pot de fleurs entre en contact avec le pied de Monsieur Clampu. Là, c'est l'accident. La quatrième image met en avant l'accident grave durant lequel le pot de fleurs est tombé sur la tête de Monsieur Clampu. Auriez-vous pensé à déclarer l'incident de l'image 1 s'il était survenu dans votre EHPAD? Vous pouvez en discuter entre vous. Il est vrai que la fréquence de survenue des incidents va très certainement vous guider dans la déclaration. Vous auriez sûrement déclaré cet incident si vous vous étiez aperçu que tous les matins, la résidente en ouvrant ses volets faisait tomber le pot de fleurs. Pour faire suite à ces présentations de définition, nous allons faire un point sur les événements indésirables que vous devez déclarer ou non dans votre EHPAD. Donc voici un tableau déjà présenté lors de la séance de sensibilisation. Volontairement, nous avons changé les exemples. À gauche, on mentionnait les événements indésirables à signaler, et à droite figurent ceux qui ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration dans le système de gestion des risques. Aussi, doivent être déclarés une inversion de texture de plat entre deux résidents, une chute non récurrente, quelle que soit sa gravité. Les causes, par exemple, de cette chute peuvent être un sol glissant, la présence d'un tapis ou la présence d'un chariot qui entrave le passage d'un résident. Autre événement indésirable à déclarer, une erreur de vaccination, qui peut être entre deux résidents ou une erreur de choix du vaccin, un oubli de remettre une contention, même si la chute n'a pas été observée, une fausse route ou encore un coup de chaud d'un résident. Et bien évidemment, les exemples que l'on vous donne ici ne sont pas exhaustifs. Par contre, les événements indésirables que l'on ne déclare pas. La maltraitance avérée. Il s'agit là d'une faute professionnelle du ressort de la loi et qui ne sera pas traitée par votre système de gestion des risques. La chute récurrente d'un résident ou encore un accident d'exposition au sang d'un professionnel. Là, il existe dans votre établissement des circuits spécifiques pour déclarer et traiter ces événements. Par conséquent, il faut signaler tout événement indésirable qui a ou aurait pu avoir des conséquences pour le résident. Tous les professionnels de votre établissement doivent signaler. Cela impose sûrement un changement de culture. Il est usuel d'observer en EHPAD une culture de l'oral qui est prédominante, mais il faut garder cette culture et développer celle de l'écrit. Et là, c'est tout l'intérêt de la fiche de déclaration des événements indésirables que nous vous présenterons et discuterons plus loin dans ce module. Rappelez-vous la cartographie des risques présentés lors de la séance de sensibilisation. L'ensemble des événements indésirables que vous allez rencontrer dans votre EHPAD appartiendront à un des 13 domaines de risque pouvant toucher directement le résident. Ils sont représentés dans le cercle bleu clair autour du résident. Pour rappel, ces domaines de risque sont ceux des actes de soins et d'accompagnement, des médicaments et dispositifs médicaux, de l'alimentation, du suicide, des chutes, du dossier du résident, de l'identitovigilance, de l'information des résidents, des infections et épidémies, du lieu de vie, du linge, de la coordination et organisation des soins, ou encore de la citoyenneté. Il serait trop long dans un e-learning de vous donner des exemples d'événements indésirables pour chacun de ces 13 domaines de risque. Aussi, nous vous invitons à prendre connaissance du petit journal disponible dans le kit, qui vous présente des exemples inhérents à chacun de ces 13 domaines de risque. Nous allons toutefois prendre un exemple, le domaine des soins techniques et d'accompagnement. Les thématiques incluses peuvent être les escarres, l'hygiène bucco-dentaire, la douleur, l'hygiène corporelle et l'incontinence, l'ophtalmologie, la podologie, la kinésithérapie, les ateliers bien-être. Des événements indésirables répertoriés dans ce domaine de risque seraient la survenue d'une escarre, le non-lavage d'un dentier, la non-prise en charge d'une douleur, une pose de change systématique et non adaptée aux résidents,
L'épilation d'une résidente souhaitée par son entourage, mais non désirée par la résidente elle-même. Prenez donc le temps d'étudier le petit journal. En périphérie, il existe d'autres domaines de risque pouvant toucher indirectement le résident. Il s'agit des catégories de risques liées aux activités dites de soutien, sans lesquelles les soins ne pourraient être correctement dispensés, ou encore des catégories de risques liées à l'environnement. Des exemples sont les ressources humaines, les finances, la gestion des compétences. Les événements indésirables que vous allez déclarer ne devront pas faire partie de ce cercle bleu foncé. Vous ne devrez pas déclarer, par exemple, comme événement indésirable, l'absence d'une collègue, le manque de moyens, ou encore le manque de connaissances pour réaliser une tâche. Par contre, ces éléments que nous venons de citer seront des éléments qui viendront expliquer pourquoi un événement indésirable est survenu. Enfin, les domaines de risque extérieurs à l'EHPAD, comme les pollutions, les risques naturels, les incendies, ne font pas partie de cette démarche de gestion des risques et donc, par conséquent, ne doivent pas être déclarés. Pour continuer sur les définitions propres à la démarche de gestion des risques, nous vous présentons maintenant l'échelle de fréquence des événements indésirables. Il s'agit d'une échelle à 4 niveaux. Le premier niveau en vert, fréquence 1, la survenue de l'événement indésirable est improbable. Ça ne s'est jamais vu ou vécu dans l'établissement. Deuxième niveau, fréquence 2, la survenue de l'événement indésirable est peu probable. C'est déjà arrivé une fois au cours de l'année dans l'établissement. Troisième niveau, la survenue de l'événement indésirable est probable. C'est déjà arrivé plusieurs fois au cours des 6 derniers mois dans l'établissement. Et enfin, le dernier niveau, représenté en rouge, la survenue de l'événement indésirable est très probable. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans les dernières semaines dans l'établissement. De la même façon que précédemment, une échelle de gravité des événements indésirables a été définie sur la base également de 4 niveaux. En niveau 4, en rouge, vous retrouvez l'événement indésirable grave tel qu'il a été présenté au début de ce module. À partir de cette définition, les niveaux de gravité 3, 2 et 1 ont pu être établis. La différence porte sur les éléments soulignés. Aussi, une perte d'autonomie permanente ou prolongée selon les actes de la vie quotidienne, en niveau 4, devient une perte d'autonomie momentanée pour le niveau 3. Ce point est ensuite absent pour les niveaux 2 et 1. La nécessité d'une surveillance accrue et ou d'une prise en soin plus lourde, définissant le niveau 4, devient la nécessité d'une surveillance momentanée et ou une modification modérée de la prise en soin pour le niveau 3, suivie de la nécessité d'une modification légère de la prise en soin pour le niveau 2. Une rupture permanente ou prolongée des habitudes de vie en niveau 4 se transforme en une rupture momentanée des habitudes de vie pour le niveau 3, suivie pour le niveau 2 de la modification momentanée des habitudes de vie. Enfin, l'atteinte permanente ou prolongée à l'intégrité psychologique ou sociale du niveau 4 devient pour le niveau 3 une atteinte momentanée à l'intégrité psychologique ou sociale. Enfin, le niveau 1 se qualifie en conséquence mineure sans préjudice. Nous avons vu les principaux éléments constitutifs de ce chapitre définition. Avant de le clore, nous souhaitons refaire un point sur une définition essentielle en gestion des risques que nous avons vue lors du module de sensibilisation. Nous allons l'aborder via cette deuxième question. Donc, préparez vos papiers de vote et remémorez-vous le fil conducteur présenté en début de séance qui avait pour événement indésirable la fausse route de M. Clampeux. Question 2. L'événement indésirable est survenu à la suite d'une cascade de défaillances. La dernière cause identifiée est l'absence de vérification des plateaux en salle à manger. Selon vous, Clotilde a commis, première réponse, une erreur ? Deuxième réponse, une faute. Prenez le temps de réfléchir, votez et dépouillez vos votes. La réponse exacte est la réponse 1. Il s'agit bien d'une erreur, c'est-à-dire d'une exécution non conforme et involontaire. La faute, qui est réalisée par le professionnel de façon consciente et délibérée, représente des manquements graves ou des délits. Reportez-vous au module de sensibilisation si vous jugez nécessaire de reprendre ces définitions.
Nous avons à présent terminé la première partie de ce module. Comme précédemment mentionné, vous pouvez lire le petit journal présentant l'ensemble des exemples inhérents aux 13 domaines de risque. Vous pouvez en prendre connaissance individuellement sur un temps autre que pendant ce e-learning. Vous pouvez également réaliser en cellule de gestion des risques, cette fois-ci maintenant, un exercice de hiérarchisation des événements indésirables. Cet exercice est disponible au sein des fiches actions présentées dans le carnet de bord. L'objectif est de coter la gravité et la fréquence de plusieurs événements indésirables. Quand vous êtes prêts, passez au deuxième chapitre de ce module. Nous allons discuter autour de la déclaration des événements indésirables. Et pour commencer, nous vous proposons de réfléchir à cette question 3, toujours en lien avec notre fil conducteur du e-learning, la fausse route de M. Clampeux. Reprenez vos papiers de vote et votre urne. Clotilde est déstabilisée face à la situation de fausse route de M. Clampeux. Qu'est-ce que vous lui conseillez ? 4 choix de réponse et plusieurs réponses exactes sont possibles. D'après vous, Clotilde peut: petit 1, en parler à ses collègues. Petit 2, déclarer l'événement indésirable via le système de déclaration de l'établissement. Petit 3, rejeter la responsabilité sur l'infirmière et le personnel de cuisine. Petit 4, de ne pas s'en faire. Après tout, ce n'est pas la première fois que ce type d'erreur survient. Et ce n'est pas si grave. Voter. Une autre personne membre de la cellule est peut-être volontaire pour dépouiller les votes. Les réponses attendues sont la 1, en parler à ses collègues, et la 2, déclarer l'événement indésirable via le système de déclaration de l'établissement. Nous sommes bien sûr dans une culture positive de l'erreur, donc nous ne rejetons pas la responsabilité sur les collègues. Nous allons maintenant vous présenter 2 outils à mettre en place au sein de votre établissement. Ces outils sont disponibles via la clé USB qui vous a été remise avec le kit. Le premier outil est une charte d'incitation à la déclaration. Il s'agit d'un courrier rédigé et signé par le directeur de votre établissement et à adresser à l'ensemble des professionnels. Ce courrier répond à la question « À quoi cela sert de déclarer ?» Il incite tous les professionnels à déclarer les événements indésirables. Ce courrier pose également la notion de faute et d'erreur. Lisez ensemble ce document. Le directeur de votre EHPAD devra se l'approprier et peut réaliser les modifications qu'il juge nécessaires. Discutez avec lui autour des modalités de distribution auprès des salariés. Il pourra par exemple s'agir d'une remise en main propre contre signature, d'une remise par courrier ou autre. Vous pourrez également afficher ce document dans l'établissement sur un tableau commun ou l'annexer dans le livret d'accueil distribué aux nouveaux arrivants. À vous de trouver le meilleur moyen de communication en interne. Le second outil mis à disposition est la fiche de signalement des événements indésirables. L'exemplaire se présente en mode recto verso. Nous vous invitons à le personnaliser en y rajoutant le logo et le nom de votre établissement. Le recto de la feuille est à l'attention du déclarant. Le verso, lui, est réservé à vous, la cellule de gestion des risques. Nous allons vous faire part des points principaux de cette fiche et vous mentionner les points clés de la réussite. À titre d'exemple, vous disposez dans la clé USB de la fiche de signalement rédigée sur la base du fil conducteur de la fausse route de M. Clampeux. Prenez-la en guise de support. Le recto de la fiche de signalement se présente en 6 chapitres, que sont la personne déclarant l'événement indésirable, la personne concernée par l'événement indésirable, la description de l'événement, les mesures correctives réalisées, l'identification de la gravité et de la fréquence de l'événement, et enfin le report de la criticité de l'événement indésirable. Dans le chapitre intitulé « Personne déclarant l'événement indésirable », nous vous encourageons à opter pour le non-anonymat des professionnels déclarants. Nous sommes bien dans une culture positive de l'erreur. Par ailleurs, il sera plus facile pour vous, membres de la cellule de gestion des risques, de remonter aux professionnels déclarants s'il est nécessaire d'obtenir un complément d'information sur l'événement qui est survenu. Il faut également garder en mémoire qu'un professionnel qui déclare accorde de l'importance à votre retour d'information.
Le second chapitre mentionne la personne concernée par l'événement indésirable, un résident par exemple. Votre EHPAD peut utiliser cette fiche également pour déclarer d'autres événements indésirables qui ont touché des professionnels, des bénévoles, des visiteurs ou encore d'autres personnes. Les événements indésirables peuvent aller de pair. Effectivement, un événement indésirable qui a atteint un professionnel, de type une chute causée par un sol glissant, peut également affecter un résident. Un autre champ de réponse possible est aucune personne. Les erreurs récupérées par le professionnel avant d'avoir affecté le résident en font partie. Concernant les points 3 et 4, rapprochez-vous de l'exemple qui vous est proposé au sujet de M. Clampu. Nous encourageons le déclarant, via le chapitre 5, à coter l'événement indésirable survenu, en termes de gravité et de fréquence. Bien sûr, en tant que professionnel de terrain, le déclarant a une bonne connaissance des fréquences de survenue. Un petit nota bene est formulé pour les professionnels qui sont arrivés récemment dans votre établissement et qu'il faudra accompagner pour ce chapitre de cotation. Attention, cette cotation est indispensable pour ensuite prioriser les événements indésirables qui vont devoir faire l'objet d'une analyse approfondie. Mais nous vous guiderons dans l'analyse de façon ultérieure à ce module. Nous invitons le professionnel déclarant à reporter dans le chapitre 6 la criticité de l'événement indésirable. Il s'agit du résultat de la multiplication entre l'indice de gravité et l'indice de fréquence retenu. Des alertes seront alors effectuées auprès de la direction et de vous, la cellule, en cas de gravité égale à 4 et ou de criticité supérieure à 8. Le verso de la fiche est réservé à la cellule de gestion des risques. Chaque fiche de déclaration devra être lue lors de vos réunions. Vous pourrez attribuer à ces fiches un code d'enregistrement. Dans ce verso, 5 points vous sont proposés. Le premier d'entre eux concerne la validation en cellule de gestion des risques de la criticité de l'événement. En fonction de vos connaissances, vous pouvez modifier la cotation du professionnel. 2 cas vont alors se dégager. Selon la cotation, des événements indésirables devront faire l'objet d'une analyse restreinte. D'autres feront l'objet d'une analyse profonde en cellule de gestion des risques. Cette analyse s'adressera aux événements indésirables qui ont une gravité égale à 4, une fréquence égale à 4 ou une criticité supérieure ou égale à 6. La méthode vous sera présentée lors du prochain module de formation de la cellule. Le second point de ce verso est l'attribution de l'événement indésirable déclaré à un des 13 domaines de risque précédemment présentés. La catégorisation des événements indésirables vous sera habituelle. Aussi, il nous paraît opportun que ce soit vous, les membres de la cellule de gestion des risques, qui prennent en charge cette partie. Les résultats de l'analyse des causes profondes de survenue de l'événement indésirable pourront être mentionnés dans ce point 3 de cette fiche. Les actions d'amélioration, au regard des propositions formulées par le professionnel au recto de la fiche ou au regard de votre analyse approfondie, pourront être mentionnées au point 4. N'oubliez pas la restitution des résultats et des actions d'amélioration auprès de la victime, du déclarant et des équipes. Le point 5 vous permettra de tracer les modalités d'information. Le point 2 de ce module quant à la déclaration des événements indésirables est maintenant clôturé. Nous vous proposons un temps de partage entre vous sur les points essentiels des 2 chapitres précédents. Si des questions se posent, notez-les. Et quand vous êtes prêts, continuez ce e-learning avec le chapitre intitulé « Méthodologie et outils associés ». Nous vous avons présenté 2 premiers outils qui vous sont mis à disposition dans le kit, la charte de signalement et la fiche de déclaration des événements indésirables. Peut-être qu'au sein de votre cellule de gestion des risques, des questions ont déjà émané. Nous vous proposons un listing de questions non exhaustif, en lien avec le circuit de signalement des événements indésirables. Certaines de ces questions ont déjà eu réponse dans le chapitre 2. Les autres vont trouver réponse maintenant dans les prochaines diapos. Le listing est présenté selon les interrogations qui, quoi, comment. Qui déclare, réceptionne les fiches, analyse les événements indésirables, est alerté. Qui traite les événements indésirables ou encore qui suit les fiches. Qu'est-ce qui est signalé ? L'ensemble des événements indésirables ? Les événements indésirables les plus fréquents ? Les plus graves ? Comment fonctionne le signalement des événements indésirables ?
Via un système papier? Sur la base de déclarations anonymes? Comment archive-t-on les fiches de signalement? Et comment les classe-t-on? Il s'agit bien là de l'organisation interne du circuit de déclaration des événements indésirables. La réglementation impose dans un certain nombre de situations exceptionnelles qu'une déclaration externe ait lieu auprès des tutelles. Cette décision relève de la direction de votre établissement. Les questions précédemment citées vont trouver réponse au sein de la procédure de signalement et de la fiche de fonctionnement de votre cellule. Il s'agit donc du 3e et 4e outil que nous vous proposons. Au même titre que les autres outils, il vous faudra les personnaliser. Lisez ensemble la procédure de signalement. La première page reprend les définitions de l'événement indésirable et de l'événement indésirable grave. Elle précise bien que tous les professionnels sont invités à déclarer. Elle situe l'intérêt de la déclaration et donne des exemples d'événements indésirables à déclarer. En fonction de la gravité et de la criticité de l'événement indésirable, 2 situations vont se dégager. Elles sont présentées en pages 2 et 3 de la procédure. Si la gravité est inférieure à 4 ou la criticité est inférieure ou égale à 8, les déclarants vont pouvoir remettre la fiche de déclaration dans une boîte aux lettres dédiée à cet effet. Ceci correspond à la situation 1. Nous avons opté pour vous présenter un système de déclaration papier. Si la gravité est de 4 ou la criticité est supérieure à 8, les déclarants devront alerter oralement les responsables et l'encadrement et transmettre la fiche de façon immédiate. Ceci correspond à la situation 2. Dans la situation 1, les fiches adressées via la boîte aux lettres devront être relevées régulièrement et la cotation de l'événement indésirable devra être vérifiée lors d'une lecture de première intention. Chaque fiche sera enregistrée dans le premier feuillet d'un outil Excel transmis dans le kit. Chacun de ces événements indésirables seront traités lors de vos réunions. Vous identifierez alors les actions d'amélioration, les responsables et les délais de mise en œuvre. Dans la situation 2, la cotation de l'événement indésirable est vérifiée. L'analyse de l'événement doit se faire de façon immédiate lors du déclenchement d'une rencontre. De façon analogue à la situation 1, la fiche sera enregistrée dans l'outil Excel et des actions d'amélioration seront mises en place. À cette étape du e-learning, vous vous êtes déjà sûrement arrêté sur ces questions. Qui ouvre la boîte aux lettres? Qui vérifie les cotations? Qui enregistre les fiches? C'est vous qui avez les cartes en main. Une autre question très certainement a émané de vos échanges. Tous les combien se réunit-on? Cette fréquence de réunion est un point qui va être mentionné dans ce 4e outil que nous vous proposons maintenant. Il s'agit de la fiche de fonctionnement de la cellule de gestion des risques. Prenez connaissance de cette fiche. Les objectifs sont tout d'abord rappelés. Vous pourrez y mentionner la composition de votre cellule, vos modalités de fonctionnement, la gestion de l'information. Cette fiche permet de vous faire réfléchir sur certains points, comme la tacite reconduction de votre cellule, ou encore le lieu d'archivage des fiches de signalement. C'est peut-être d'ailleurs le moment d'arrêter votre calendrier de regroupement. Nous vous préconisons des réunions de 2 heures tous les 2 mois. Jugez-vous opportun d'informer vos collègues de ces séances? Enfin, la fiche reprend vos missions et vous rappelle l'importance d'une communication et l'importance de votre engagement. Lors de la procédure de signalement, nous vous avons informé de la possibilité d'enregistrer les fiches de signalement via un outil Excel disponible dans le kit. Cet outil va vous permettre de suivre les événements indésirables survenus dans votre EHPAD à l'année et de les analyser. Dans ce module d'e-learning, nous ne nous intéressons pour l'instant qu'au premier onglet permettant l'enregistrement des événements indésirables. L'analyse, rappelons-le, fera l'objet d'une autre séance de regroupement. Les autres onglets y seront alors développés. Prenez connaissance du premier onglet. Il a été préparé pour enregistrer 500 événements indésirables à l'année. Une fiche de signalement correspond à une ligne Excel. Vous avez la possibilité de retranscrire l'ensemble des éléments mentionnés sur la fiche de déclaration. Mais vous pouvez faire vos propres choix de retranscription.
tous ne présentent pas obligatoirement l'intérêt d'un suivi informatique. Et faites attention, des liens entre cellules et entre onglets existent. Des formules ont été réalisées. Ne supprimez pas les colonnes, même si vous décidez de ne pas les remplir. Dernier chapitre, celui de la communication. Il nécessite encore un petit quart d'heure de votre attention. Et nous vous proposons de réfléchir à cette quatrième question, à multi-réponses, toujours en lien avec le fil conducteur du e-learning. Reprenez vos papiers de vote et votre urne. L'événement, c'est-à-dire la fausse route de M. Clampeux, n'a pas eu de conséquences graves. Est-il nécessaire d'en rediscuter avec lui ? Vous avez 4 choix de réponse. Réponse 1. Non. Cela pourrait entraîner des questions de la part de Gérard Clampeux. Il risquerait de porter plainte ou de faire une réclamation. Réponse 2. Non. Cela pourrait altérer la confiance avec l'équipe encadrante et soignante. Réponse 3. Oui. Une personne informée réduit le risque de plainte et de réclamation. Réponse 4. Oui. Cela permet de conserver la relation de confiance avec l'équipe encadrante et soignante. Les réponses attendues sont les 2 dernières, la 3 et la 4. Oui, il faut en rediscuter avec M. Clampeux. Une personne informée réduit le risque de plainte et de réclamation et cela permet de conserver la relation de confiance. Cette diapositive pour rappeler pourquoi la communication auprès du résident est importante. Les conséquences du dommage subi suite à l'événement indésirable accroissent sa vulnérabilité. L'amélioration attendue de l'état de santé du résident n'est pas toujours effective. Les conséquences survenues peuvent être de nature physique, mais aussi psychologique, sociale ou matérielle. Et la personne va exprimer des émotions complexes et diverses. Perte de confiance, anxiété, colère, frustration. Le résident peut également manifester des attentes suite à la survenue de l'événement indésirable. Il peut souhaiter obtenir une reconnaissance du dommage subi. Il est humain de souhaiter comprendre ce qui s'est passé, quelles sont les conséquences, pourquoi l'événement s'est produit. Il souhaite aussi avoir la garantie que des actions sont mises en œuvre pour que l'événement ne se renouvelle pas. Il faut placer alors le résident en situation de se reconstruire. Vous pouvez avoir en tête 3 mots-clés, qui sont la transparence, l'empathie et l'écoute. En plus de la communication auprès du résident, voire de sa famille, la communication est nécessaire auprès des professionnels. Cette étape est indispensable dans la prise de conscience par les professionnels. Il est évident que la communication orale est inévitable quand l'événement indésirable est grave. Quelques idées pour communiquer. La communication peut se faire via des retours d'expérience, des réunions, les transmissions, des brèves, un petit journal interne, les bulletins de salaire. Cette communication présente l'avantage de viser l'ensemble des professionnels concernés par la pratique et pas uniquement ceux qui ont déclaré l'événement ou participé à l'analyse. En guise de conclusion de cette séance d'e-learning, nous souhaitions vous remémorer les 4 dimensions nécessaires pour faire vivre la démarche de gestion des risques. La première est la dimension stratégique. La direction doit être impliquée et engagée. La politique de gestion des risques doit être formalisée et lisible pour tous. La charte d'engagement en témoignera. La deuxième dimension est la dimension structurelle. Elle fait appel à l'organisation mise en place, à savoir qui déclare, qui compose la cellule de gestion des risques, qui est référent du projet de gestion des risques. La troisième dimension est la dimension technique. Elle fait référence aux méthodes et aux outils utilisés dans cette démarche. Comment les professionnels remontent un événement indésirable ? Quel est le circuit de signalement ? Enfin, la quatrième dimension est la dimension culturelle. Elle comprend la compréhension partagée par l'ensemble des professionnels des objectifs de la démarche de gestion des risques, ainsi que le développement d'une culture positive de l'erreur. Prenez le temps de bien structurer votre système de signalement. Commencez le signalement des événements indésirables et rendez-vous avec le deuxième kit pour apprendre de façon ludique à analyser les événements indésirables. Merci beaucoup pour votre écoute et bon courage!